Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, d'abord on va faire un saut quantique pour notre focus puisqu'on vous emmène à la rencontre de la chercheuse australo-britannique Michelle Simons, la papesse de l'informatique quantique. C'est la papesse de l'enquête de l'art, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, évidemment, tu as une idée derrière la tech et il y a 50 ans disparaissait un des peintres les plus célèbres du XXe siècle, Pablo Picasso. Le Brooklyn Museum à New York lui rend hommage, ouais, mais à sa façon, en mettant en lumière sa part d'ombre. Oui, tout à fait. Une exposition curatée, c'est une première mondiale par une humoriste et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'Australienne queer féministe Anna Gatsby, qui pose la question, peut-on être un très très grand artiste tout en étant dans sa vie personnelle un homme parfois petit? Vous verrez tout à l'heure comment elle répond à cette question au Brooklyn Museum. On brûle de le découvrir. L'Australie est à l'honneur aujourd'hui, vous le voyez. Ce qui va être aussi à l'honneur dans notre question du jour, ce sont les territoires. S'orienter autrement et rêver en grand. C'est un luxe pour certaines jeunes filles, mais après une carrière dans la mode, notre invité a choisi de revoir ses classiques et d'offrir cette opportunité aux filles de 15 à 25 ans vivant dans les territoires isolés. Cette invitée, c'est vous, Anne-Louise Combier. Vous êtes la fondatrice d'Alba. Bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes pas venue seule, évidemment, parce que la sororité fait la force, notamment en matière d'orientation. Andrea Telles, vous êtes une des éclaireuses Alba. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi de rejoindre en tant que mentor ce programme en duplex avec nous depuis Cannes aujourd'hui. Rabouan Issa, vous êtes bénéficiaire Alba de la 5e promotion depuis Cergy. Vous êtes en duplex avec nous depuis Cannes puisque vous êtes à ce moment même en alternance dans un grand hôtel de la région. On en parle évidemment avec vous trois dans un instant, mais d'abord, focus. La scientifique et entrepreneur qui détient la clé de l'informatique quantique, c'est peut-être elle, Michelle Simons. Ses recherches font littéralement bondir cette discipline. Xavier Terrat joue au chat de Schrödinger pour ce portrait spécial rôle modèle. Beaucoup l'appellent la reine du quantique. Le destin de Michelle Simons a commencé à s'écrire alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'Anglaise a eu le déclic lors d'une partie d'échecs disputée avec son père, lors de laquelle elle l'a mis échec et maths en 20 minutes. Mais c'est à l'âge de 12 ans que ses professeurs décèlent un niveau bien au-dessus de la moyenne en physique. D'abord chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, la londonienne, née en 1967, a décidé de poursuivre sa carrière en Australie, là où en 1999, un groupe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert une technique qui pourrait permettre la création d'ordinateurs quantiques. Elle trouve sur le sol australien une liberté académique où on pouvait devenir très jeune leader dans son domaine. Elle permet alors à ce pays, qui lui donne l'opportunité d'avancer dans ses recherches, d'être à l'avant-garde devant les États-Unis. Désormais, à la tête d'une équipe de 70 chercheurs de haut niveau. Elle est connue pour être la première au monde à avoir fabriqué un transistor monoatome en 2012. Cette invention l'a fait entrer dans le livre des records. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La physicienne a réuni plusieurs atomes et développé l'unité de base d'un ordinateur quantique. Avec elle, on n'est plus dans le système binaire des ordinateurs classiques. Les calculs sont bien plus importants. Cette scientifique a ainsi reçu de nombreux prix. Membre de l'Académie australienne des sciences depuis 2006, elle a reçu une décennie plus tard le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en 2017. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Le profil d'une femme tout aussi exigeante qu'attachante. Son rêve qu'avec le silicium, un ordinateur quantique puisse être commercialisé et accessible à tous de son vivant. Et voilà pour nos rôles modèles, justement dans l'école du futur. Des rôles modèles, Anne-Louise, il y en a aussi chez Alba. Oui. Après, je ne suis pas toujours complètement fan de ce terme, parce que je pense qu'on est tous le rôle modèle de quelqu'un. Donc j'aime bien aussi, quand je contacte les invités rôle modèles, leur parler de témoignages. Je trouve que c'est super important de dire que finalement, ce n'est pas s'ériger en modèle, mais plus témoigner d'un parcours, d'un vécu, et de montrer que non seulement c'est possible, mais au-delà du fait que c'est possible, c'est d'être transparent sur tout le chemin qu'il y a eu et comment on s'est mis en action
pour traverser les épreuves et arriver dans une situation de réussite. Ouais, être fidèle à soi, être fidèle aux épreuves aussi qui ont pu échelonner ce parcours-là. Si vous contactez justement ces personnalités pour des témoignages et pour être rôle modèle d'Alba, c'est parce que c'est une association que vous avez créée en effet en 2019. On va en parler justement aujourd'hui parce que c'est une des initiatives qui permet littéralement de rêver l'orientation en grand. C'est la première partie du talk, tout de suite. Et pour justement parler de cette initiative incroyable avec nous aujourd'hui, Anne-Louise Cambier, la fondatrice d'Alba. Andrea Tellès, vous êtes une des éclaireuses Alba. On va entrer dans le vocabulaire vraiment de l'association dans un instant pour tout comprendre. Et en duplex avec nous, Rabouan Issa, vous êtes une des bénéficiaires Alba, promo 5 s'il en est, à Cergy. Justement, l'idée, c'était avant tout, Anne-Louise, si je ne dis pas de bêtises, d'accompagner des jeunes filles en situation de minorité qui vivent dans des territoires isolés. Oui, mais les aider à trouver leur voie, les aider à trouver leur orientation et aussi se dire que tout est possible. Oui, je crois que l'être humain, homme ou femme, c'est pas une question de genre, il a besoin de pouvoir se projeter. Et en fonction de là où on grandit, on n'a pas tous forcément les mêmes possibilités de projection. Moi, j'ai grandi par exemple dans un village en Normandie de 350 habitants. Donc, j'aurais jamais imaginé, par exemple, être aujourd'hui sur un plateau télé pour présenter une initiative que j'ai créée. Parce que c'est pas quelque chose qui était dans mes perspectives. C'est même pas que je me disais que c'était pas pour moi, mais ça faisait pas partie des perspectives. Et la racine d'Alba, c'est effectivement de donner le droit à rêver à n'importe quelle jeune femme, peu importe d'où elle vient. Mais ça, en soi, ça concerne tous les êtres humains. Donc la finalité d'Alba, c'est aussi, à travers la possibilité de se créer sa propre vie et de réaliser ses rêves, de favoriser l'indépendance économique de toutes les femmes. On reviendra à ce concept d'indépendance financière, d'autonomie économique qui pour vous est vraiment fondamental et qui l'est. Andrea, je me retourne vers vous parce que je le disais, vous êtes une des éclaireuses Alba. Être éclaireuse Alba, ça veut dire quoi exactement ? Tout simplement, être éclaireuse, c'est être bénévole de cette association. On est présente pour justement accompagner nos bénéficiaires. On a justement un accompagnement qui est dédié à 1, 2, voire 3 bénéficiaires pour certaines. Et on partage en fait notre vécu, notre expérience, nos propres échecs, nos propres réussites. Je suis aussi responsable ressources humaines de fonction. Donc j'apporte aussi un complément complémentaire, tout simplement par mon expérience, par la multitude d'entretiens que j'ai pu réaliser tout au long de mon parcours. Et on est là vraiment pour les aider, les accompagner en totale bienveillance. On n'est pas là pour les sermonner, on n'est pas là pour... on est là en fait pour leur donner un rythme, pour construire avec elles finalement leur réflexion et qu'elles puissent s'orienter avec... ce qu'elles attendent finalement dans le monde professionnel, tout en leur donnant des codes, tout en leur donnant des billes en fait de comment ça se passe dans le milieu professionnel, ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Oui, absolument. L'idée, c'est aussi de redonner ces lettres de noblesse à la bienveillance, parce qu'accompagner quelqu'un avec bienveillance, c'est une chose. C'est vrai qu'on a vu beaucoup ce terme aussi se populariser à la sortie des confinements. C'était un moment où on avait besoin de se retrouver, toutes et tous ensemble, et pas qu'en hybridité ou pas qu'en visio en l'occurrence. La bienveillance, c'est pas un bisounoursisme. On peut quand même se dire que oui, ça existe dans la vraie vie. Tout à fait. Et pas plus tard qu'hier soir, j'étais invitée aux 15 ans de la fondation d'entreprise Deloitte. À l'ESSEC, à Cergy. Et il y a une femme dont je n'ai pas retenu le prénom, mais qui est anciennement proviseure et qui a créé une initiative pour les femmes en Guyane. Et elle disait, et ça m'a beaucoup plu dans son discours, que c'était important d'oser. Donc ça, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre, surtout quand on parle des femmes. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a parlé d'oser la bienveillance et d'oser l'indulgence. Et je trouve que de la part d'une proviseure, c'est super intéressant comme propos, parce que je crois que quand on décide déjà d'apporter de la considération à la jeunesse, ça lui donne la possibilité d'exprimer sa voix dans ce qu'ils ont à être, les jeunes, parce qu'ils ont plein de choses à apporter au monde. Et je pense que c'est important de ne pas leur dire comment ça doit être, mais plutôt de les conduire à être. Et ça passe par justement la bienveillance et aussi l'indulgence. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Radouan, vous avez osé la bienveillance et l'indulgence en frappant aux portes d'Alba. Depuis 2021, vous faites partie de cette promo 5, promo de Cergy. Et vous faites donc littéralement partie aussi des stats de l'association depuis 2019. Alba ayant accompagné plus même de 178 jeunes femmes sur 13 promotions. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir du côté de chez Alba comment mieux maîtriser votre orientation ?
Ce qui m'a plu particulièrement, c'est le concept, aider les femmes, les jeunes femmes. Et moi, j'étais particulièrement à la recherche d'alternance pour ma licence en ressources humaines. On m'a beaucoup accompagnée pour ça, mais je suis particulièrement passionnée par la pâtisserie et je l'avais évoqué durant mon entretien avec Anne-Louise. Et de là, ça a débouché à avoir une formation en hôtellerie-restauration et là, terminer mon CAP en pâtisserie cette année, en alternance. C'était du coup plutôt de vous reconvertir, pas forcément continuer sur votre orientation première, qui est donc, si je comprends bien, à la licence de ressources humaines, mais se dire que ce talent et ce goût pour la pâtisserie, il fallait vraiment l'exploiter pour en faire votre métier. C'est ça, exact. Depuis petite, j'ai toujours voulu faire de la pâtisserie, mais je ne pouvais pas parce que je ne trouvais pas d'entreprise, j'avais des blocages. Et là, fin 2021, tout s'est débloqué et j'ai saisi l'opportunité. Voilà. Débloquer, saisir les opportunités. Quand j'entends à la fois Rabouin et aussi Andrea parler de la façon dont bénéficiaires et éclaireuses travaillent ensemble, c'est vraiment ça, c'est se dire qu'il y a un moment où il faut casser les silos et le plafond de verre, parfois, on s'inflige un peu toute seule, Andrea. Exactement, et en fait, on a tendance aussi à s'orienter parce que les intitulés de poste sont plutôt jolis, parce que ça met plein de paillettes dans les yeux des parents. Mais finalement, elles ont toutes une voix intérieure en elles où elles sont à la recherche de quelque chose. Et nous, en fait, en tant qu'éclaireuses et au sein d'Alba, on est là pour les pousser, leur donner un peu plus de confiance et se dire, écoute, si toi, t'es passionné, mais go, on y va. Et certaines ne le sont pas. On n'a pas tous une passion à 15 ans, 20 ans. On peut la découvrir par la suite, mais se dire, voilà les champs des possibilités, voilà ce que nous, on a connu, et voilà ce que potentiellement, tu peux, ce sur quoi tu peux accéder. Et je pense que c'est vraiment le plus qu'on peut leur apporter. Rabouin parlait de l'entretien qu'elle a passé avec vous, justement, pour rejoindre cette promo, notamment de Cergy. Je le disais tout à l'heure, plus de 170 jeunes femmes. Non, plus en même. En fait, c'est parce que... Le travail a été très bien fait parce que c'est le site qui n'est pas à jour. On a eu une promo à Rouen en avril, donc maintenant il y a 14 promos. On a plus de 185 bénéficiaires et à la fin de l'année 2023, on va dépasser le cap des 200 bénéficiaires. Incroyable. Donc plus de 200 jeunes femmes qui vont être accompagnées depuis 2019 jusqu'à la prochaine promo que vous intégrez très bientôt à la rentrée. Comment est-ce qu'on les choisit? Parce que j'imagine que là aussi, il y a un moment où il y a un petit peu de matching à faire entre celles, évidemment, qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on sent qu'elles ont un talent dingue et qu'elles n'osent pas se l'avouer, et la façon dont on sait aussi que de façon efficace, on va pouvoir vraiment, concrètement, les aider à avancer. Alors, Alba, donc, ça commence d'abord par 5 jours d'atelier collectif. Parce que je crois qu'il n'y a aucune réussite individuelle si on ne redonne pas au collectif. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et aussi parce que je pense qu'on se révèle individuellement à travers aussi les autres. Tout ça, c'est un miroir. Donc, dans un premier temps, on va lancer un appel à candidature via les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est complètement constitué de témoignages réels des bénéficiaires précédentes. Et là, on va recevoir des candidatures. On travaille aussi beaucoup avec les acteurs du terrain, des acteurs jeunesse, qui, eux, vont nous adresser des jeunes qui suivent, donc qui soit doutent beaucoup d'elles, ou alors ont un potentiel énorme mais manquent de réseau. Il y a vraiment des profils qui vont être... C'est très hétérogène. Et là, on va les rencontrer individuellement. Rabouin, elle a parlé d'un entretien. Ce n'est pas un entretien. Je leur dis, c'est une rencontre parce que justement, je veux qu'elles se sentent bien, qu'elles puissent être elles-mêmes. Là, on va les rencontrer et l'idée, c'est qu'on verrouille, qu'on est en capacité, comme vous le disiez, de leur apporter concrètement quelque chose. Donc, à partir de là, elles vont intégrer une promotion Alba qui est constituée de 15 jeunes femmes maximum. Et elles vont vivre 5 jours d'atelier collectif. On va parler d'orientation, mais pour une fois, on va parler d'orientation en partant de soi, de ses forces. Et on va être très concentré sur les forces, parce que je pense que si juste là, nous 4 autour de la table, si on se concentre sur nos forces, on va pouvoir accomplir des choses magnifiques. Tandis que si on s'attache tout le temps à améliorer ce qui est difficile pour nous, on va peut-être être moyenne. C'est quand même dommage si on peut être excellente ailleurs. Donc c'est vraiment d'aller identifier ses forces, voir comment on peut les développer, en prendre conscience, redéfinir la réussite aussi. Qu'est-ce que c'est pour nous réussir ?
Est-ce que c'est avoir un bac plus 4 en ressources humaines? Et si oui, parfait, banco, vas-y. Oui, il n'y a pas de bonne ou de réponse en l'occurrence. C'est ça, c'était de trouver la signification pour soi. Exactement, c'est la signification pour soi. Et en l'occurrence, Rabouin, elle incarne ça, parce que finalement, elle avait un rêve qui était là sur le côté, qu'elle n'osait pas trop aller toucher par rapport aux attentes de la société, parce que c'est moins valorisé de faire un CAP pâtisserie, finalement, que de faire une licence en ressources humaines. Or, finalement, dès qu'elle a... Pour zéro raison, en l'occurrence. Pour zéro raison. Et puis dès qu'elle est allée vers elle-même, et je pense qu'Alba c'est ça, c'est être soi. Dès qu'elle est allée vers elle-même, tout s'est débloqué comme elle l'a dit tout à l'heure. Donc ça, il y a ces 5 jours d'atelier collectif où il y a plein de choses qui émergent, c'est très fort. Il y a aussi ce que vous évoquiez au tout début de l'émission, les rencontres avec ces femmes qui viennent témoigner de leur parcours, de leur réussite, mais on est aussi dans une sphère intime et bienveillante, vraiment un safe place, où du coup elles vont aussi dire les choses qui n'ont pas été faciles. Donc ça permet non seulement de s'identifier, parce que les représentations c'est important, mais au-delà de cette identification, c'est aussi de se dire, OK, non seulement pourquoi pas moi, mais après, une fois que je vais vivre des épreuves, des difficultés, parce que tous les êtres humains, on en vit tous, c'est pas de se dire, en fait, elle était géniale et moi, je suis nulle. C'est de se dire, mais attends, elle était géniale, elle m'a raconté ça, ça, ça. Donc, en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a des chemins, il y a des solutions. Je peux aussi demander de l'aide. Il y a aussi Alba qui est là dans ma vie pour m'aider. Donc, on leur apprend beaucoup à dire, vous pouvez demander de l'aide. Oui, c'est avoir un apanage de solutions et le fait de se dire que c'est un peu comme une boîte à outils, on peut aller piocher dans tous ces outils-là pour, encore une fois, pouvoir ouvrir les chakras de son orientation, de sa vie et de sa définition de la réussite. C'est précisément ça. Et ces 5 jours, ils sont magiques. Vraiment, si vous aviez l'occasion de venir et vous êtes la bienvenue. Mais j'adorerais, dites donc, c'est quand la prochaine? La prochaine, c'est Paris-Île-de-France du 30 octobre au 3 novembre. Allez, vraiment, je prends date. Non mais vraiment, je prends date avec plaisir. Avec grand plaisir. Parce que c'est quelque chose qui est magique, vraiment, qui est très très puissant, qui est très fort. Mais pour moi, on ne peut pas s'arrêter là. Et c'est là où pour moi, l'engagement d'Alba, il est extrêmement important. C'est comment on va accompagner. Et là, le rôle qu'Andrea, elle va avoir, mais je pense à Anne-Laure, Ratiba, Anaïs. Enfin, je ne peux pas dire le prénom de toutes les éclaireuses parce qu'elles sont très nombreuses. En fait, il va être hyper important parce que là, on va rentrer dans un accompagnement qui va être totalement individualisé. Les jeunes femmes, elles ont entre 15 et 25 ans. Donc, on se doute bien qu'à 15 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'à 25. Donc, on va s'adapter par rapport à leurs besoins, par rapport à leur situation, que ce soit leur situation sociale, que ce soit leur situation émotionnelle. Et on va aller à leur rythme pour leur permettre d'avancer en étant en confiance. Mais ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que... Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est beaucoup plus sur des initiatives comme les autres, associatives, qu'on réussit à prendre le temps pour pouvoir se mettre au diapason et faire du sur-mesure avec ces talents bruts comme Rabouin, par exemple. J'ai envie de vous retourner la question, d'ailleurs. Votre définition de succès à vous, c'était laquelle? Très bonne question. C'était de faire ce que j'aime, oser. Et après, là, du coup, je continue dans ma lancée et pour plus tard ouvrir mon entreprise. Ça, c'est ma définition. Et vous avez déjà un nom pour la pâtisserie à venir ou pas? Non, toujours pas. Il va falloir plancher dessus parce que nous, on a très envie de venir vous rencontrer dans la pâtisserie une fois qu'elle sera ouverte. Je le disais, c'est rare de pouvoir donner le temps de prendre le temps de faire du sur-mesure avec, encore une fois, ces talents en devenir. Je crois, après, n'hésite pas à rebondir, Andrea, mais je crois que justement, on est dans une société où tout doit aller très vite. Et c'est dommage, parce qu'on a chacun des temporalités différentes. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, mais qui sont lents. Et ça devrait être autant valorisé que quelqu'un qui est extrêmement talentueux et qui est rapide. Et il ne devrait pas y avoir... une manière de faire qui est meilleure que l'autre. C'est-à-dire que quand je dis qu'on doit valoriser la lenteur, ça ne veut pas dire que les gens qui vont vite devraient être dévalorisés. C'est vraiment de valoriser chacun dans sa singularité, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et puis après, il y a aussi des conditions. Nous, on emploie le terme égalité des chances parce que c'est dans le champ lexical, c'est aussi ce que les partenaires, ils attendent. Je ne suis pas à l'aise avec le terme chance. On ne peut pas remettre l'égalité à la chance, même si c'est à nous aussi, c'est une compétence, la chance, on apprend à la déployer, mais c'est des conditions en fait dont on parle. Moi, j'ai des jeunes femmes qui sont extrêmement brillantes, qui arrivent à aller en études supérieures, mais qui sont dans des conditions absolument différentes de leurs camarades. Et ça, l'accompagnement individuel permet vraiment justement de persévérer, d'aller au bout. Et moi, il y a des filles, je sais que peut-être elles vont refaire leur année. Et c'est OK.
parce qu'en fait, tu n'as juste pas les mêmes conditions et tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui, juste quand il rentre, n'a qu'à étudier, alors que toi, tu as peut-être d'autres choses à réaliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important dans l'accompagnement, c'est que la jeune femme puisse déposer ses émotions, ses ressentis, et qu'on puisse la rassurer quant à toute la valeur et le potentiel qu'elle a, et que c'est pas grave si ça prend plus de temps. Et après, quand ça va plus vite, c'est aussi d'être là pour les féliciter, leur dire que faut continuer comme ça et fêter chaque petite victoire. Je pense que c'est important aussi. Révéler les valeurs et les talents de ces jeunes femmes. C'est avec l'association Alba aujourd'hui qu'on en parle, cette orientation qu'on peut rêver en grand. On le fait dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Deniau. Des images qui nous laissent sans voix tous les jours grâce à Édouard Deniau. Vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Anne-Louise Cambier, d'Andrea Tellès et de Rabouan Issa, également de Jeanne Dreyfus. Vous le savez, aujourd'hui, on parle de cette chance incroyable de pouvoir choisir son orientation et révéler ses potentiels avec l'association Alba. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, il y a 50 ans, cette année, disparaissait celui qui a marqué d'un sceau indélébile, évidemment, l'art au XXe siècle et la peinture, plus précisément, Pablo Picasso. Des rétrospectives sont organisées dans de nombreux musées, dans toutes les parties du monde, à l'occasion de cet hommage et de cet anniversaire. Tout à la gloire de l'artiste? Non. Sauf une au Brooklyn Museum à New York. Elle vient de s'ouvrir. Son titre dit tout. It's Pablo-matic. Tout à fait. Quand on entre dans le monumental Brooklyn Museum à New York, on est accueilli, juste après l'entrée, par un texte où on peut lire « Si Pablo Picasso, dans toute sa gloire, misogyne et narcissique, doit rester dans les mémoires comme le plus grand artiste du XXe siècle, rappelons-nous aussi que c'est ce siècle qui nous a emportés dans ce feu de poubelle géant d'un monde où personne ne peut trouver le bonheur. Ça a l'intérêt de donner le ton. Vous me demanderez qui a écrit ce texte, qui n'est pas tout à fait traditionnellement attendu dans les musées. Mais qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Ce rageux. En l'occurrence, c'est l'humoriste australienne Anna Gadsby, qui a été invitée par le Brooklyn Museum pour organiser une exposition sur Pablo Picasso, qu'elle aime à surnommer Picasso. Alors pourquoi me demandez-vous? On ne traduira pas, on vous fait grâce de ça. On ne traduit pas, voilà, c'est pour ceux qui peuvent interpréter, qui comprennent. Eh bien donc pourquoi Anna Gadsby? Parce que Anna Gadsby, dans son spectacle Nanette, qu'il a rendu internationalement connu, distribué sur Netflix, eh bien elle consacre toute une partie donc, de son one-woman show
à l'histoire de l'art, ce qui est assez rare pour des spectacles d'humour, et dans celui-ci, eh bien, notamment à Picasso lui-même, contre lequel elle a gros sur la patate. Elle en a gros sur la patate, Anna Gatsby, mais on la connaît pour son féminisme, on la connaît pour son combat contre l'invisibilisation, notamment de l'homosexualité féminine. C'est quoi le rapport avec Pablo Picasso ? Alors, Pablo Picasso, pour Anna Gatsby, c'est le symbole d'une société qui érige au rang de héros, parfois avec un manque de recul critique, des hommes qui perpétuent des violences psychiques, parfois des violences physiques contre les femmes cette année. Donc, c'est à l'occasion de ce cinquantenaire de la mort de Picasso que 42 expositions sont organisées à travers le monde pour célébrer donc l'œuvre de cet artiste espagnol dont on n'ignore plus les sorties d'une misogynie peu équivoque, telles que les femmes sont soit des déesses, soit des paillassons, tels que dès que je quitte une femme, je devrais la brûler. Ah, tiens donc. En effet, quand on détruit une femme, on détruit ce qu'elle représente. Connu pour avoir séduit, quand il avait 45 ans, Marie-Thérèse Walter, qui elle était alors mineure, ou encore pour avoir été décrit par sa petite fille Marina Picasso, dans des termes pleins d'amour à son petit papy. Nous faisons partie d'une secte, dit-elle, dont le grand maître est Picasso, parce qu'on lui a donné ce pouvoir, jour après jour, il nous a mis sous sa domination. Le génie que tous les amateurs d'art lui accordent lui font croire que ses dons le placent au-dessus de l'humanité. Il est un manipulateur, un despote, un destructeur et un vampire. Hein, qu'elle aime son petit pas Picasso. On comprend mieux, en effet, la question qui est posée par Anna Gatsby. Ce qu'elle soulève finalement, c'est un serpent de mer, justement, du rapport et de notre rapport à l'art et aux artistes. Est-ce qu'il faut séparer l'homme du peintre ? L'éternelle question. Et Anna Gatsby, forcément, l'aborde. Elle y répond en disant « Ok, on fait l'hypothèse de séparer l'homme de l'artiste. Mais dans ce cas, est-ce que les collectionneurs achèteraient un Picasso qui ne soit ni signé ni reconnu de la main de Picasso, hein ? Eh bien non, dit-elle, personne ne possède un nu en forme de Lego diffracté, on possède un Picasso. » Bref, Julie Bozac, l'auteur du podcast qui a fait grand bruit sur Picasso, qui s'appelle Vénus et Piletelle la chatte, pardonnez-moi pour tous mes mots un peu, voilà, scabreux. On adore. Elle soutient qu'il est difficile de séparer l'homme de l'artiste, dès lors que sa biographie même, et surtout sa biographie amoureuse, est intimement liée au développement de son travail. Elle souligne comment, par exemple, son histoire mouvementée avec Dora Maar, qui a abandonné, Julie Bozac le rappelle, sa carrière de photographe en vogue au contact de Picasso, que l'artiste a pu battre parfois jusqu'à la faire perdre connaissance, eh bien cette histoire n'apparaît pas innocente au sein du corpus de toiles de femmes en pleurs qu'a réalisé l'artiste. 53 toiles juste pendant l'année 1937 de femmes en pleurs, ayant toutes un seul et unique modèle, Dora Maar. Alors certes, on peut voir ces femmes en pleurs comme un symbole d'une Europe et d'un monde qui est en train de courir au drame de la guerre mondiale, mais le fait que l'artiste ait représenté uniquement des femmes en pleurs et non des hommes n'est peut-être pas si innocent. Du coup, est-ce qu'il faut dire halte à la pablocratie, comme la patriarchie C'est un système plus large auquel s'adresse Anna Gatsby. Ouais, c'est un système et une violence larvée, en fait, qui fait voir les œuvres exposées au Brooklyn Museum avec un regard qui s'attache moins aux prouesses formelles à un climat de menace représenté par l'homme que peint Picasso, et même souvent une apologie à la violence masculine. On connaît son double, le Minotaure, le double de Picasso, et puis il faut dire que quand même, elle le fait avec un point de vue de humoriste, critique mais d'humoriste. Alors donc même si à l'aune de ce qu'on apprend sur les parts d'ombre de Picasso, on peut voir des tableaux comme celui qui s'appelle justement L'ombre de 1953, avec un regard peut-être un peu plus menaçant sur la présence de cet homme en face de la femme, mais elle dit à côté, sur un petit texte, est-ce qu'elle est vraiment allongée cette femme, ou vient-elle d'être lâchée d'un immeuble très très démesurément haut, à côté d'une autre œuvre, elle met juste « ouch » en cartel. Bref, elle fait référence à ce qu'elle appelle le « weird flex », c'est-à-dire en fait une tendance à déformer le corps de la femme qui a eu cours dans l'histoire de l'art. Un des plus grands exemples, c'est Ingres, dont on sait qu'il ajoutait des vertèbres au corps des femmes pour créer le nu idéal. Et donc, en fait, c'est toute cette réflexion qu'elle mène. Et outre la dizaine de toiles de Picasso qui sont exposées dans le musée, Gatsby veut proposer aussi des toiles d'artistes femmes qui sont prêtes à renouveler le canon artistique masculin pour donner la voix et la place
aux femmes. Alors, notamment à travers les œuvres de Guerrilla Girls, qui est un collectif qui avait fait une campagne dans les années 80, où est-ce qu'elles avaient dit est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au musée ? Oui ou non ? 5% des artistes dans les musées d'art moderne sont des femmes, alors que 85% d'entre elles 85% des nus sont féminins, comme de par hasard. Bref, Anna Gatsby, elle fait la part belle à toute cette deuxième vague du féminisme qui naît dans cette décennie même qui a vu mourir Pablo Picasso, comme une sorte de chassé-croisé en fait de l'histoire où une page doit être tournée pour permettre qu'une autre s'ouvre. Et donc l'exposition qui a ouvert le 2 juin est visible jusqu'au 24 septembre pour ceux qui passent une tête à New York cet été. Allez-y, ça vous donnera à réfléchir. On adorerait pouvoir le faire. En tout cas, ça donne tellement envie d'aller découvrir cette exposition grâce à toi, Jeanne. It's Pablo Madec, c'est donc au Brooklyn Museum tout l'été. C'est intéressant ce que nous dit Jeanne, Anne-Louise et Andrea, parce que ça nous rappelle que le féminisme, cette lutte justement et ces combats, ils se cachent littéralement partout. Pour Alba aussi. Absolument. On aborde le féminisme dans le cadre des 5 jours d'ateliers collectifs. C'est intéressant parce que, je ne sais pas toi pour ta part, tu te sentais féministe quand tu avais 20 ans ou... À une période, oui, je ne le suis plus du tout aujourd'hui. Ah, toi, tu vois les choses comme ça. Ouais, moi, je vois plus les choses comme ça. Je pense qu'on a du bon dans les deux genres et que c'est pas forcément... Je n'aime pas l'extrême. Et pour moi, on peut arriver à ça. Ouais, mais tu vois, c'est super intéressant parce que du coup, moi, les filles, je leur demande êtes-vous féministe ? Et selon les promos, alors parfois elles vont toutes lever la main, parfois ça va être moite-moite. Et parfois elles me disent oui, je sais pas trop ce que c'est, et puis elles ont une vision un peu déformée du mot. Et je leur dis en fait, il y a un moment donné où il faut revenir aux définitions. Et en fait, quand on définit le féminisme, c'est l'égalité économique, politique et sociale entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, beaucoup de gens sont féministes, alors qu'ils vont se dire spontanément non, je ne suis pas féministe, parce qu'ils vont ranger le mot derrière d'autres choses. Moi, la question du féminisme, pour moi, elle appartient effectivement aux hommes comme aux femmes, comme toute question en fait qui relève de la discrimination. Et à partir du moment où il y a de la discrimination, il faut la nommer. Parce que sinon, on ne peut pas la combattre. Donc c'est pour ça que pour moi, le mot féministe, il est super important. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir, notamment, un des combats d'Alba, c'est vraiment de favoriser l'égalité économique et professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a que 20% de femmes dans les sphères décisionnelles. J'aimerais bien qu'on soit à minima à 50%. Et puis pourquoi pas même que parfois la tendance ait besoin d'être inversée. Je pense que c'est important que la parole des femmes, elles soit entendue. Les combats d'Alba, on continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Anne-Louise, avec Andrea Rabouan et Jeanne, bien sûr. Et vous le savez, aujourd'hui, on parle de ces initiatives et associations qui nous permettent de rêver l'orientation en grand, de désenclaver aussi les talents des territoires, de repenser finalement notre rapport aussi à cette orientation scolaire, professionnelle. Et ce chiffre, 1 jeune sur 3 renonce à poursuivre des études supérieures par manque de moyens financiers. Et ce sont les filles qui en sont les victimes collatérales, Anne-Louise. Oui. En France, il y a 1 jeune sur 5 qui déclare ne pas avoir choisi son orientation. Donc ça, c'est tout milieu socio confondu. Quand on s'intéresse aux enfants d'ouvriers et d'employés, il y a 2 tiers d'entre eux qui déclarent vraiment souffrir d'angoisse et de stress à la simple idée de devoir évoquer leur avenir. Et parmi ces 2 tiers, en fait, il y en a effectivement 1 sur 3 qui va systématiquement renoncer aux études supérieures. C'est très souvent pour des raisons financières. Et la plupart, les plus concernés par ce renoncement, ce sont les jeunes femmes. Et c'est là où Alba, ça devient une initiative qui est d'utilité publique, puisque on se rend compte, là, depuis 4 ans qu'on agit, qu'on arrive à travers notamment la confiance en soi et aussi de mise en place de conditions bienveillantes et rassurantes à permettre aux jeunes femmes de poursuivre leurs études supérieures. Je pense à des jeunes femmes qui étaient dans la promo 2, là j'en ai 2 en tête, à Cergy en 2019. Il y en a une, elle était en terminale. Elle voulait pas, elle était pas, il y avait beaucoup de décrochage scolaire, elle se sentait pas considérée, etc. L'école, c'était vraiment pas son truc. Mais elle savait qu'elle avait envie d'être éducatrice spécialisée. Et on l'a pas lâchée.
Elle m'a écrit là, quand j'étais sur le trajet pour venir. Son passage en 3e année en école d'éducatrice spécialisée est validé. Et je suis très, très fière d'elle, elle s'appelle Yasmine, parce que finalement, en fait, de la considérer dans ses potentiels au lieu de l'attaquer sur, effectivement, par exemple, l'absentéisme, ça lui a permis d'aller vers ses forces et aujourd'hui de se réaliser. Donc ça, c'est des belles réussites. Je pense aussi dans sa promo à Kera, qui, elle, était en BTS, donc étudiante, voilà. Mais elle ne s'imaginait pas forcément aller jusqu'au Bac+5. Et là, cette année, elle est en train de valider son Master 2 en communication. Et finalement, elle le dit très clairement, c'est le fait qu'on lui ait dit, si, tu as le niveau, tu es en capacité de, qui a fait qu'elle s'est dit, en fait, je peux. Mais après, il y a des réalités. C'est-à-dire que, par exemple, cette jeune femme-là, quand elle s'est inscrite en fac, finalement, elle n'a pas été prise parce qu'il y a très peu de place dans les filières qui sont accessibles gratuitement, sans payer une école privée, etc. Et c'est là où nous, on va être important parce qu'on les sensibilise à l'alternance et on les aide à trouver une alternance pour qu'ensuite elles puissent... Oui, c'est-à-dire que vous allez réussir à être un révélateur, on le disait tout à l'heure, de potentialité, de talent, d'envie, du fait aussi d'oser embrasser cette orientation à laquelle on n'avait pas forcément peut-être pensé au départ, sans masquer les réalités. Andrea, c'est important ça aussi. C'est très très important, surtout qu'on a des réalités totalement différentes en fonction aussi des secteurs d'activité qu'on va rencontrer dans le monde du travail. Et justement, on leur apporte cette vision-là aussi. Quand on est à l'école, on se rend pas compte en fait de tout ce qui se cache derrière la porte d'une entreprise, l'étendue aussi des métiers qui existent. Honnêtement, moi j'en ai découvert énormément, mais une fois en poste, et c'est hyper dommage finalement. Donc oui, c'est ça aussi qu'on leur donne, c'est de gagner du temps finalement pour elles et qu'elles puissent s'orienter efficacement. C'est un luxe de pouvoir choisir son orientation scolaire et professionnelle, très clairement. Oui, absolument. Et je trouve que ça ne devrait pas l'être. C'est pour ça que j'ai créé Alba. C'est parce qu'il y a un moment donné où le fait de choisir la vie qu'on va mener, ça devrait être une possibilité pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est même absolument nécessaire pour pouvoir être épanoui, d'avoir choisi. Et c'est ce que je dis aux filles, vous pouvez tout réaliser. Maintenant, nous, on ne va pas vous promettre la lune, on n'est pas des magiciens. Il faut être aussi très honnête là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'elles nous font confiance, parce qu'elles savent qu'on ne se moque pas d'elles. Et derrière, en revanche, nous, c'est de les outiller pour que non seulement elles sachent qu'elles prennent conscience chacune à quel point elles ont de la valeur, du potentiel, parce que c'est vraiment des filles qui sont ambitieuses, qui sont intelligentes, qui sont vives d'esprit, qui ont plein de ressources en elles. Et en fait, c'est de leur faire prendre conscience de tout ça, et qu'elles sachent en fait comment elles vont aller offrir ça au monde. Et effectivement, ça passe aussi par des moments où on va peut-être pas faire exactement ce qu'on rêve de faire. En revanche, il faut qu'on ait choisi cette étape-là. C'est-à-dire que même si c'est pas l'étape où on est en train de réaliser notre rêve, si on l'a choisi, c'est pas du tout la même chose que si on nous l'a imposé. Et là-dessus, il faut vraiment donner des outils, en l'occurrence à nos bénéficiaires, mais de manière plus générale, pour moi, c'est quelque chose qui est d'utilité publique qu'il faut donner à tous les êtres humains. C'est que la situation dans laquelle on est, il faut qu'on puisse être en capacité de l'avoir choisie. Rabouan, sur la question du choix, ça aussi, ça a été déterminant pour vous, cette expérience Alba. Vous aviez choisi une première orientation, on le disait tout à l'heure, en l'occurrence en licence de ressources humaines. Vous avez découvert que votre véritable... Enfin, vous avez redécouvert plutôt le fait que votre véritable passion, la pâtisserie, pouvait amener à un métier peut-être plus épanouissant, en l'occurrence, pour vous. Vous êtes offert ce luxe de pouvoir avoir le choix à nouveau. C'est ça. J'ai pensé à moi tout d'abord, parce qu'avant, je ne pensais pas à moi. Je pensais plus économiquement. Enfin, je voulais plus... me faire de l'argent pour ensuite ouvrir ma pâtisserie. J'envisageais pas de poursuivre en CAP. Mais une fois que j'ai commencé à penser à moi et à ce que je voulais réellement, là, j'ai commencé les étapes à faire mes études en pâtisserie, après poursuivre par la suite. Cette chance, c'est aussi un investissement. Comment est-ce qu'on se redonne les clés pour se dire que l'orientation, c'est définitivement un investissement dont il faut limiter aussi les coûts cachés, parce que une mésorientation, une mauvaise orientation, ça amène finalement à du temps, à de l'énergie, à un budget aussi passé à devoir se réorienter, Andrea. Oui, c'est vrai, on peut perdre du temps dans son parcours, mais
il faut tester. Il ne faut pas se limiter à ça, il ne faut pas se freiner. C'est pas grave. Aujourd'hui, on ne sera pas sur le même job toute notre vie. On va évoluer, on va se reconvertir, surtout après le Covid. Beaucoup de monde pense à ça et l'ont déjà fait, ont déjà sauté le pas. Et justement, c'est de se dire aussi à nos jeunes, mais tente, si tu veux, si tu y crois, mais tente et nous, on te donnera tous les moyens pour y parvenir. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas grave et on reprendra. Et je pense que même les recruteurs, aujourd'hui, ils commencent à penser différemment. Ouais. Il y a une vraie évolution sur cette partie et heureusement, c'est hyper important de ne pas mettre finalement des candidats dans des cases. Et on commence à se dire, ah ok, vous avez un parcours effectivement très atypique, mais finalement, qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus qu'un candidat qui a suivi un parcours très très classique et on peut sortir de ça et c'est ce qu'on fait aussi à nos jeunes. Ok, tu as fait ça, mais regarde la compétence que tu as acquise durant cette période-là. Donc voilà. Et l'agilité et la capacité d'adaptation. Oui, totalement. L'adaptabilité. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de mauvais choix. Ouais. Et je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise orientation à partir du moment où c'était le fruit de notre choix. Il y a une mauvaise orientation quand ça nous a été imposé. Et c'est encore beaucoup trop le cas. Ouais. C'est qu'en fait, on ne questionne pas la jeunesse et on ne lui donne pas les outils pour pouvoir choisir et s'écouter dans ses choix. Et en fait, c'est ça que nous, on fait à travers le programme. C'est de revenir à soi et de faire des choix qui sont dans l'idéal par rapport à nos rêves, mais aussi par rapport à nos réalités. J'insiste vraiment, mais je pense que c'est très important de protéger, et notamment les femmes, sur leur indépendance économique et leur liberté économique. Donc on les sensibilise aussi beaucoup là-dessus, parce que c'est aussi ça qui nous permet après, pour rebondir sur ce que vous disiez, d'être agile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une structure qui est solide, on va pouvoir finalement switcher, changer. Et ce qui compte, le fil conducteur dans tout ça, et moi je suis contente d'entendre de la part de quelqu'un qui est professionnel dans les ressources humaines dire que c'est en train de changer, le fil conducteur, moi si un recruteur demain me demande, mais attendez, vous étiez dans le marketing de la mode, après vous avez... parce que c'est votre histoire, c'est aussi votre histoire personnelle en l'occurrence. Quel est le fil conducteur? Vous partez dans tous les sens, mais je ne pars pas dans tous les sens, le fil conducteur c'est moi, c'est Anne-Louise Cambier. Et je pense que ça c'est valable pour Andrea Tellès, pour vous Marjorie et pour vous Jeanne. C'est le fil conducteur, c'est nous, c'est notre vie et je pense qu'aujourd'hui le marché du travail se transforme profondément. Il y a des métiers qu'on n'est même pas capable de nommer à horizon 2030. Donc ces jeunes-là, c'est bien eux qui vont être concernés par ces réalités. Et aujourd'hui, les outils qu'on doit leur donner, c'est avant tout d'être en capacité de s'adapter. Et c'est ça qu'on leur donne comme clé à travers Alba. Et c'est à eux et à elles, donc en particulier chez Alba, d'être ces GPS de l'adaptation à ces métiers du futur. On en parle beaucoup dans cette émission. Dernière question, on parlait des moyens, justement, qui étaient très importants là aussi pour pouvoir avoir ce luxe, ce choix de l'orientation. Les moyens d'Alba, ce sont lesquels? Parce que, en l'occurrence, les promotions, elles sont gratuite pour les bénéficiaires? C'est une très bonne question et merci de la poser, Marjorie. Aujourd'hui, on a des gros enjeux. En 4 ans, alors c'est difficile de prendre de la hauteur, mais quand même, quand j'entends quelqu'un d'extérieur dire qu'on va avoir dépassé le gap des 200 bénéficiaires, je pense qu'on a fait un travail magnifique avec très peu de moyens. Alors évidemment, on a des soutiens du public et du privé. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on passe un gap significatif pour être en capacité justement de salarier une équipe, pour pouvoir pérenniser cet accompagnement. Donc on agit sur 4 territoires différents. On agit donc en Île-de-France, à Cergy depuis 4 ans. On a une promo Paris-Île-de-France qui est ouverte à tous les départements d'Île-de-France depuis 2022. Et on agit donc en Normandie, puisque la Normandie est chère à mon cœur vu que j'y ai grandi. Ouais. Donc à Caen depuis 2019 et à Rouen depuis 2021. L'idée, c'est qu'on puisse aller aussi dans d'autres territoires. Donc c'est comment on arrive à lever des fonds pour pouvoir avoir plus de moyens pour pérenniser cette action qu'on a auprès aujourd'hui de ces 200 jeunes femmes. On est engagé auprès d'elles. Ouais. On se doit d'honorer tout ce qu'on vient d'évoquer, les engagements qu'on a pris vis-à-vis d'elles, de les accompagner vers l'excellence. Je pense que c'est hyper important de viser l'excellence. Et ça demande de l'argent. Donc on est en train de travailler durement pour pouvoir mobiliser des fonds donc auprès de fondations d'entreprises, mais aussi auprès des collectivités territoriales à tous les niveaux. Si elles nous écoutent, les fondations d'entreprises peuvent donc se ruer sur le site d'Alba pour contribuer justement à cette orientation qu'on va rêver littéralement en grand de l'Île-de-France jusqu'à la Normandie. Normandie, chère au cœur aussi de School TV. Petit clin d'œil à Malika Ménard ici sur ce plateau. Et Sergi aussi, qui est cher au cœur d'un des invités qu'on connaît très bien ici sur ce plateau, Moussa Camara.
Vous avez fait les déterminés? Oui. Ça marche. La preuve, on est là. Merci infiniment à Louise Combier. Merci Andrea Telles. Merci infiniment Rabouan Issa. Il nous tarde de venir déguster ces pâtisseries. Vous nous direz où on peut le faire très bientôt, si ce n'est au Martinez en ce moment à Cannes, grâce à vous. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain d'ailleurs, tiens, pour de nouvelles aventures.